Bonjour à toutes et à tous. Et quand j'entends mon parcours, je suis ravie de voir au premier rang des amis, Vincent Ducrot, évidemment. Nous avons compagnonné très longtemps ensemble euh, sur à la fois les sujets de grande vitesse et les sujets européens. Et j'étais passionnée par l'exposé que faisait Monsieur Ecker sur les enjeux hospitaliers. Et c'est vrai que j'avais envie, avec vous, de partager mon expérience. Vous avez vu que j'ai de multiples casquettes et j'ai toujours été quelqu'un qui a essayé de faire des ponts entre le privé et le public, parce que ça me semble particulièrement important dans un pays, la France, qui est un pays, vous le connaissez, il est voisin. Nous adorons débattre de tout et nous avons des opinions idéologiques absolument carrées sur tout. Ce qui fait que il y a, quand on exerce des responsabilités, et notamment quand on exerce des responsabilités dans des sociétés privées à but lucratif, parce que c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister auprès de vous, il y a des enjeux à défendre pour répondre à la question, est-ce que c'est possible qu'une entreprise qui doit faire du profit pour rémunérer ses actionnaires soit en charge convenablement du bien public. Parce qu'on n'est pas du tout gêné de se dire que l'État, des entreprises publiques, des associations, des entreprises privées à but non lucratif vont le faire naturellement, parce qu'elles auraient dans leur ADN, dans leur objet social, le respect du bien public, les valeurs de manière presque naturelle. Alors que les entreprises privées, en tous les cas en France, c'est un vrai débat, est-il possible qu'une entreprise privée puisse prendre en charge correctement le bien public? Et quand on regarde le panorama aujourd'hui en France, il faut se poser cette question parce que le pourcentage d'entreprises privées à but lucratif qui ont ces responsabilités est tout à fait considérable. Quand on le regarde sur le domaine de l'éducation ou sur le domaine de la santé, je prends ces deux-là puisque vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, c'est considérable. Dans le domaine de la santé, c'est 20%, que ce soit dans la partie clinique, enfin dans la partie hospitalière ou dans la partie des établissements médico-sociaux, c'est environ 20% de l'activité qui est réalisée par des entreprises privées à but lucratif. Donc c'est pas rien. Et c'est très naturel de se préoccuper de la bonne gouvernance. Alors la question, c'est qui va s'en préoccuper? Et il ne faut pas penser que ce qui est natif, ça veut dire que quand on est au sein de la sphère publique, on va très bien le faire, soit aussi évident. Et la réalité est assez subtile. Et avec ma vision de la Cour des comptes, j'ai été très intéressée de regarder les résultats de nos contrôles quand la Cour des comptes contrôlait des entreprises privées, des entreprises publiques sur la même responsabilité qui était hospitalière, médico-sociale. Eh bien, j'allais dire, en caricaturant le propos, les résultats n'étaient pas si différents. Alors, il faut juste se dire, les résultats n'étaient pas si différents. N'empêche que l'attention portée, et c'est tout à fait normal, et là on va parler un peu des cordes de rappel, des cordes de sécurité, on va parler de parties prenantes et de l'opinion publique. L'opinion publique, elle est très différente en matière culturelle. L'opinion publique française n'est pas l'opinion publique suisse, qui est plurielle d'ailleurs, nous l'avons bien vu. Ce n'est pas la même. En France aussi, on est très pluriel, mais il y a quand même en France quelque chose que je pense que vous connaissez peut-être moins, c'est qu'il y a une véritable méfiance sur l'argent. En France, on n'aime pas parler d'argent. Je ne dis pas que tout le monde n'aime pas l'argent, mais on n'aime pas parler d'argent. Et en matière de gestion, dès qu'on a comme objectif aussi de faire du profit, il y a une vraie méfiance sur le fait qu'il va y avoir des dérives de comportement, qu'il va y avoir une exploitation excessive des ressources, qu'on va ne pas respecter les personnels ou externaliser les coûts environnementaux. Donc c'est le fait que ça soit bien fait dans le cadre du respect du bien commun, c'est pas du tout une opinion naturelle.
Et je voulais avec vous partager cette expérience, vous le rappeliez, et ça a été un autre tournant de ma carrière. J'ai quitté la Cour des comptes pour entrer au conseil d'administration d'Orpea à un moment de grande tourmente. D'abord parce que les enjeux de santé, et notamment les santé des personnes vulnérables et du grand âge, sont une vraie motivation pour moi. Et je pensais que c'était intéressant que je puisse apporter ma compétence managériale du public à un moment de crise de cette nature. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette entreprise qui était Orpea? C'est une des entreprises donc cotées au SBF 120. Vous savez, nous, on a les très très grandes qui sont le CAC 40 et puis le SBF 120. Et le SBF 120, quand on est dans une entreprise cotée, on est dans une entreprise qui doit rendre des comptes de manière très transparente. Donc on a les résultats qui sont transparents, on est audité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette entreprise était une entreprise qui gagnait de l'argent, une entreprise qui avait à son conseil d'administration ses principaux actionnaires, des actionnaires privés, qui étaient d'ailleurs, j'allais dire, tout à fait convenables. Hein. Il y avait des actionnaires canadiens, plutôt des caisses de retraite canadiennes, et puis un fonds d'investissement qui a très bonne réputation en France, qui est celui de Peugeot Investissement, qui est un fonds d'investissement à long terme. Donc, plutôt des personnes très convenables du point de vue des arbitrages court terme, long terme, et le reste, c'est du flottant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette entreprise fasse l'objet de ce livre qui s'est appelé Les Fossoyeurs, où il y a 2 scandales qui ont été mis en avant. Le premier, la maltraitance des personnels, et la maltraitance surtout des personnes qui étaient prises en charge, c'est-à-dire la maltraitance des personnes âgées dans les maisons de retraite. Et donc il y avait des exemples qui étaient donnés de maltraitance. Et le deuxième, qui était le scandale financier. Et le scandale financier, c'était quoi? Je vous donne quelques chiffres pour vous montrer que c'était pas banal. C'était une entreprise qui avait à peu près 4,5 milliards de chiffre d'affaires, d'euros, et qui était quand même arrivé petit à petit par un mécanisme que je vous expliquerai si ça vous intéresse tout à l'heure, à 9 milliards d'endettement. Quand vous connaissez ce ratio, vous vous dites ça ne va pas voler cette affaire. 9 milliards d'endettement, 4,5 milliards de chiffre d'affaires, avec un conseil d'administration qui disait qu'il n'avait rien vu, en tous les cas qu'il n'avait pas empêché, et en même temps, vous aviez tous les indicateurs de qualité de service qui étaient au vert. C'était la première entreprise qui avait mis en place une labellisation de qualité. C'était l'entreprise qui avait la meilleure réputation médicale à la fois d'ailleurs en France, mais aussi dans tous les pays, et il y en a aussi en Suisse, dans lesquels elle exerçait, mais le scandale a surtout été français. Donc comment se fait-il qu'une entreprise qui avait des indicateurs faciaux aussi bons ait pu faire l'objet d'un scandale de cette nature? Parce que le scandale, ça voulait dire quoi? C'est qu'une fois qu'il y a eu ce livre, Les Fossoyeurs, et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait maltraitance des personnes dans les maisons de retraite, c'est insupportable. Maltraitance dans les maisons de retraite, c'est comme le deuxième livre d'ailleurs de ce journaliste, c'est maltraitance dans les crèches. Donc les deux sujets, hein, c'est-à-dire nos enfants et nos parents, c'est juste insupportable. Et donc il y a eu une émotion absolument considérable. Le cours de bourse a dévissé immédiatement. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que les clients, ils ont un véritable choix. Parce que dans notre système, qu'on soit d'ailleurs public ou privé, on n'est pas dans un système dans lequel nos clients, nos patients n'ont pas de choix. Ils ont le choix d'aller dans telle ou telle maison de retraite. Et donc, il y a eu alors, ça s'est arrivé juste après le Covid, donc il y a eu quand même catastrophe sur catastrophe. Mais il y a un vrai défi pour remonter le taux d'occupation de ces maisons de retraite, quand on sait que le modèle économique fait que, étant donné l'importance des coûts fixes, il faut 95% de taux d'occupation, et immédiatement, on est passé entre 80 et 85. Donc, quelque chose de tout à fait considérable. Et quand on est dans une entreprise privée, on ne peut pas avoir des résultats négatifs. Là, il n'y a pas l'État qui rend flou, on est mortel. Et on est d'autant plus mortel que les banques, par exemple, ne prêtent qu'à des entreprises dans lesquelles elles ont confiance. Donc immédiatement, elles refusent de vous faire le refinancement de votre dette et évidemment de vous financer des investissements futurs.
Donc tout ça fait que, pour moi, il y avait un mystère, c'est-à-dire comment on en était arrivé là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit oui quand on m'a... j'ai d'abord dit non, en me demandant, parce que moi j'ai une femme du soin, en ayant passé des années à l'assistance publique, hôpitaux de Paris, et j'ai adoré les enjeux de santé. Je me suis dit que ce n'était pas sérieux cette proposition. Et après, j'ai rencontré la nouvelle équipe managériale et je me suis dit qu'il fallait être cohérent et que mes compétences acquises, ou en tous les cas mon intérêt pour le secteur, devait servir à quelque chose, et non pas de manière opérationnelle, mais à l'intérieur d'un conseil d'administration. Et c'est un peu de ça dont je veux vous parler, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'on a pour empêcher des catastrophes comme celle-ci. Alors, je vais vous dire un certain nombre de choses que vous avez déjà entendues. Il y a beaucoup qui a été dit. Et la question un peu, et la conviction que je voudrais partager avec vous, c'est qu'est-ce qui fait à un moment que la petite musique de on est le patient au cœur, le client au cœur, et comme diraient les enfants, c'est un peu pour de faux, hein. Parce que si c'était pour de vrai, ça se verrait. Et ça ne se voit pas, exactement comme vous disiez. Comme dans un hôpital, tout est organisé vraiment en fonction des métiers, parce que les gens adorent leur métier, qui sont des professionnels des métiers. Tout est organisé comme ça. Et que le seul qui a la vision comme ça, c'est le patient, le pauvre. Moi, j'ai vécu ça à la SNCF pendant des années. J'ai mis 10 ans à faire émerger, pour de vrai, la notion d'une vision d'organisation vue des clients. Et je l'ai vu à la SNCF aussi, ça va vous paraître évident, en mettant des priorités sur les métiers. Et en regardant cette chose qu'on trouve toujours dans, j'allais dire, les services qui sont pour le public, c'est que ce sont les plus petites personnes, ceux qui ont le niveau de diplôme le moins élevé, qui sont en contact avec le client. Donc c'est eux qui ont dans les mains la réputation de la marque, et c'est eux qui sont le moins, j'allais dire, gréés pour faire face. Alors, leur métier, ils le font très bien, mais la relation avec le client, pas du tout. Et on les a jamais éduqués pour ça. Et à la SNCF, j'avais créé une université du service quand j'avais pris conscience, mais ça faisait longtemps que j'étais à la SNCF, mais j'avais pris conscience que en fait, la première responsabilité, le premier métier, c'était le métier de la relation, et qui était le métier le plus difficile. Parce que sur un quai de gare, quand il y a grève, eh ben, les pauvres qui sont là et qui ne font pas grève, eh ben, ils se prennent toutes les injures du monde. Parce que les voyageurs en ont ras-le-bol, parce qu'ils ont l'impression d'être pris en otage. Et donc, il faut aider ces personnes qui sont en relation avec le client à pouvoir gérer correctement cette relation. Et ça se retrouve partout. Et donc, la question, c'est comment, à la fois dans la manière dont on va surveiller ce qui se fait à l'intérieur de l'entreprise et à la fois dans les systèmes de régulation, de contrôle, de motivation, on va pouvoir, j'allais dire, éviter des trop grandes catastrophes. Alors tout d'abord, et vous en avez beaucoup parlé ce matin et on en a reparlé là, il y a des régulations sectorielles. Et les régulations sectorielles, elles valent pour le privé comme pour le public. Les régulations sectorielles, c'est par exemple dans le domaine de la santé, puisque je vous parle d'Orpea qui est maintenant devenu EMEIS, ce sont les agences régionales de santé qui donnent des autorisations pour exercer tel ou tel type d'activité médicale. C'est des autorisations. Vous ne pouvez pas décider que vous allez ouvrir une maison de retraite quelque part, c'est-à-dire on vous donne des autorisations pour le faire, et si vous n'avez pas d'autorisation, vous le faites pas, et c'est encore plus vrai, évidemment, avec des cliniques. Et donc, quand vous avez ces autorisations-là, les agences régionales de santé, elles vont vous payer, enfin, la sécurité sociale en France paye pour les activités de santé, qu'on soit dans le privé ou dans le public, elle paye de la même manière. Un peu mieux le public que le privé, parce que le public est censé moins faire le tri de ses patients. Et d'ailleurs, c'est vrai. Mais en contrepartie de cette rémunération publique, il faut qu'il y ait des contrôles. Dans l'exemple que je vous donne, on a voulu certainement faire des économies dans les agences régionales de santé, mais vu d'un établissement de santé, quand on était dans un établissement privé,
on avait un contrôle d'une ARS sur un territoire une fois tous les 15 ans. Pareil pour tous les organismes de contrôle d'ailleurs. Et il n'y a pas de mystère, la nature humaine n'est pas parfaite. Quand il n'y a pas de contrôle, il y a des dérives. Et la Cour des comptes, qui faisait aussi des contrôles, puisqu'il y a de l'argent dans le médico-social, elle n'avait le droit de faire des contrôles que sur les établissements, et elle n'avait pas le droit de faire des contrôles dans les holdings. Le scandale a changé les choses. Le scandale a fait deux choses, qu'il a été donné des responsabilités à la Cour des comptes pour pouvoir contrôler les holdings, c'est-à-dire là où se faisait la direction de l'entreprise, direction financière, direction médicale, direction générale, et aussi évidemment dans les établissements, mais également les agences régionales de santé ont complètement multiplié leur contrôle et ont été dotés pour le faire. Ça n'a pas été facile pour eux parce qu'ils n'avaient ni les ressources quantitatives, ni les ressources qualitatives d'ailleurs, puisqu'on avait perdu le savoir-faire. Parce que contrôler, ça veut dire qu'on sait contrôler. Hein, ce n'est pas uniquement mettre des croix dans une case. C'est-à-dire qu'on a l'intelligence du métier pour comprendre comment se fait l'organisation. En tous les cas, les choses ont changé. Et un scandale, voilà, ça fait changer les regards, et tant mieux. Au-delà de la régulation sectorielle, il y a des régulations, hein, j'allais dire sur tous les sujets de ressources. Maintenant, en France, on a énormément de régulations environnementales. Vous les connaissez. On a toutes les directives européennes, on a l'accord de Paris, on a l'obligation dans les entreprises d'être économes des ressources de la planète. Et on a aussi des obligations d'avoir une attention sincère portée aux collaborateurs. Et je voulais vous parler de cette initiative qu'a prise la France sur la loi Pacte. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi. Elle a été votée en France en 2019. Vous ne vous souvenez pas, en 2018, il y a une petite révolution en France. Il y a souvent des révolutions chez nous. Mais là, ça a chauffé. Hein. En 2018, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à tous les carrefours, il y avait les automobilistes qui avaient mis leur gilet de sécurité et qui barraient toute la circulation routière parce que l'État avait voulu taxer davantage l'essence. Et ça a été juste l'expression du fait que les citoyens au plus près du terrain et au plus près des territoires n'avaient pas été écoutés et qu'il fallait revoir la gouvernance centrale. Et donc tout le monde s'est posé des questions, l'État s'est posé des questions et les entreprises aussi se sont posées des questions. Et il y a eu un binôme intéressant avec le patron très social d'une entreprise emblématique chez nous qui est Michelin, qui était Jean-Dominique Sénard, qui est un patron de Michelin très charismatique et qui avait beaucoup réfléchi à la dimension sociale de son entreprise, avec l'ancienne patronne de la CFDT, Nicole Notat. Et tous les deux, ils ont travaillé sur un rapport qu'ils ont rendu au gouvernement et qui a donné lieu à cette loi Pacte. Alors cette loi, c'est un acronyme. Hein, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que les entreprises doivent intégrer des objectifs sociaux et environnementaux dans leur gouvernance. Et c'est-à-dire qu'au-delà des intérêts financiers naturels, il faut avoir un intérêt réel des parties prenantes. Et les parties prenantes, ça veut dire les salariés, ça veut dire les clients, ça veut dire l'environnement, au-delà de l'intérêt des actionnaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette loi qui a été votée a été une loi opposable aux grandes entreprises et aux entreprises moyennes. C'est-à-dire que ce n'était pas une loi, ce n'était pas du nice to have, ce n'était pas uniquement celle qu'il voulait bien qu'il y allait. Il faut rendre des comptes sur cette loi. Et c'est un peu comme toujours, je sais que vous avez eu le débat ce matin, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on pour de vrai ou pas. Ça a débouché sur des vraies réflexions en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et même responsabilité sociale et sociétale, environnementale. Et les exigences en matière de RSE ont vraiment traversé les entreprises. Moi, je le vois à l'intérieur de cette entreprise Orpea, qui est devenue Emeis, qui a vraiment une direction, qui s'est occupée de ces sujets. Et maintenant,
ça veut dire qu'on est sur des questions intéressantes. C'est-à-dire que dans les entreprises, on va travailler sur, j'allais dire, c'est idiot quand on fait des plans stratégiques depuis si longtemps, mais on va prendre du temps à travailler que sur les valeurs. Sur les valeurs. Et travailler sur les valeurs en interne, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous unit, à quoi on croit. Et le travail sur les valeurs va déboucher sur l'expression d'une raison d'être. C'est-à-dire un petit slogan très court et qui va dire à quoi notre entreprise va contribuer. Et c'est l'objectif, c'est que ça soit un intérêt supérieur. Elle ne va pas contribuer uniquement à bien prendre en charge les patients dans l'intérêt des actionnaires. Non, ça va être quelque chose de plus élevé qui va, d'une certaine manière, être une véritable politique opposable à toutes les décisions d'entreprise. Et ça se vote en assemblée générale. Donc, dans la gouvernance des entreprises privées, ce qui est quand même très important, c'est ce qui se passe dans une assemblée générale. Parce que c'est l'assemblée générale qui vote toutes les décisions d'une entreprise. Et que maintenant, en France, on a un vote sur la raison d'être. Ça veut dire qu'il faut qu'on raconte à tous les actionnaires ce que veut dire cette petite phrase qui nous dépasse et sur lesquelles on aura travaillé. Et elle est assez importante, cette petite phrase, parce qu'elle dit qu'on s'engage pour les personnels, qu'on s'engage pour les patients, que très souvent on s'engage pour les territoires et pour la planète. J'allais dire, bon voilà. Mais c'est ce qu'il y a derrière qui compte. Parce que ça devient opposable et j'allais dire, le fil directeur, c'est comment chaque décision qui va être prise va être cohérente avec ce qui aura été écrit dans les valeurs et dans la raison d'être. Et on va jusqu'à un niveau, j'allais dire, supérieur, qui est les entreprises à mission. Alors, les entreprises à mission sont les entreprises qui ont décidé de mettre cette raison d'être très haut dans leurs objectifs et de mettre en dehors du conseil d'administration un organisme qui s'appelle le comité de mission, qui est indépendant et qui va regarder régulièrement l'atteinte des objectifs. Parce qu'il y a des objectifs qualitatifs et quantitatifs sur lesquels il faut rendre des comptes, et c'est un comité extérieur. Alors, la question, c'est de se dire, finalement, ces parties prenantes, elles font pression, ces parties prenantes, que ce soit les consommateurs ou les clients. Alors, ils font pression de deux sortes. Hein. D'abord parce que quand ce sont les vôtres, ils viennent chez vous, ils ne viennent pas chez vous. Dans les parties prenantes, quand ce sont vos salariés, ils viennent chez vous, ils ne viennent pas chez vous. Je pense que les entreprises qui travaillent sur leur marque employeur, elles ne travaillent pas uniquement sur leur marque employeur pour la beauté de travailler sur la marque employeur. C'est qu'il faut, dans un monde de raréfaction de ressources, il faut donner envie de venir travailler chez vous. On parlait tout à l'heure de la raréfaction des ressources médicales. C'est vrai pour le privé et pour le public, c'est-à-dire comment on va attirer chez nous les meilleurs. Moi, j'ai dirigé l'assistance publique au hôpitaux de Paris pendant 4 ans, et c'était il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, la raison pour laquelle les médecins les plus chevronnés venaient à l'assistance publique, c'était pour la recherche. Ce n'était pas pour les soins, c'était pour la recherche. Et ils y venaient parce que c'était là qu'ils savaient qu'ils pourraient avoir leurs 3 casquettes, être professeur des universités, c'est-à-dire être prof à l'université, et ça les intéressait beaucoup, être patron de laboratoire et être chef de service. Et ça, il n'y avait que le CHU qui pouvait le leur offrir, et leur offrir une souplesse d'organisation d'ailleurs qui leur permettait de le faire. C'était une véritable attractivité. Alors évidemment, je comprends maintenant qu'on peut faire de la recherche ailleurs que dans l'hôpital public, et tant mieux, on peut en faire aussi dans l'établissement privé. Mais visiblement, il y a une fuite des ressources parce que les conditions de travail sont des conditions de travail qui se sont dégradées. Et il ne faut pas se tromper. La condition de travail, c'est-à-dire dans quel cadre je travaille et en quoi je suis respectée sur mon métier et sur ce qui me faisait lever le matin. Alors je souriais quand vous faisiez votre exposé, parce que moi, comme vous voyez, je suis une administrative, moi je ne suis pas médecin. Et il y avait des médecins qui me rappelaient toujours avec leur humour, en me disant « Madame la directrice générale, nous vous rappelons que les patients viennent à l'hôpital pour voir les docteurs et pas les directeurs. » Et je leur disais, ça ne m'a pas échappé,
Et je répondais par ailleurs, mais pour l'instant, c'est moi qui ai l'argent, donc on va discuter. Parce que toutes les entreprises ont leur forme de gouvernance différente. Et à l'assistance publique, j'ai vécu cette chose que Vincent, nous, on ne connaît pas dans nos entreprises, c'est que vous n'êtes pas le responsable hiérarchique de ceux qui font le chiffre d'affaires. Alors là, vous vous dites qu'il faut inventer les leviers, hein, parce qu'il faut faire briller les yeux des docteurs, parce que c'est eux qui attirent les clients. Et comment on fait briller les yeux des docteurs? Ben, en tous les cas, l'assistance publique, c'était par la recherche. Il y avait 20 000 médecins, il y avait 2 000 professeurs des universités, et ceux-là, il fallait qu'ils viennent chez moi et pas ailleurs. Et l'important, c'était ça. Et moi, ça a été un peu mon contrat avec eux, c'est que je vais favoriser les meilleures recherches à l'assistance publique pour que par ailleurs, en plus, ça puisse bénéficier aux patients et que vous soyez les meilleurs chefs de service. Mais chacun trouve la manière d'attirer. Quand on est dans une entreprise privée comme Orpea, comment on fait venir? Il y a très peu de médecins dans la partie maison de retraite, hein, il n'y a pas de médecins même. Et donc la question, c'est là, ça tourne sur quoi? Sur des directeurs qui doivent comprendre le langage médico-économique, et puis sur des soignants qui vont être au lit du patient avec des protocoles de prise en charge médicale qui vont bien se passer. Ça veut dire les bons liens avec l'hôpital de ville et les bons liens avec la médecine de ville, je veux dire, et avec l'hôpital d'à côté. Mais quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. Et c'est la capacité que vous avez à faire des protocoles efficaces qui fait que vous allez bien prendre en charge le patient. Et donc la question qui vaut toujours, et c'est vrai pour les salariés, comme c'est vrai pour les clients ou les patients quand on est dans le monde hospitalier, on ne leur raconte pas des histoires, quoi. Ils ont tous les jours leur vécu. Les salariés dans une entreprise, ils savent les conditions dans lesquelles ils viennent, ils savent le respect qu'on a. Et quand on est dans le domaine médical, s'il y a quelque chose qui est insupportable, c'est que vous êtes venus là parce que vous êtes des soignants. Et si vous avez l'impression qu'on vous met dans des conditions de travail qui vont faire que vous allez être maltraitant, c'est insupportable. C'est un déchirement de valeur qui est insupportable. Et il ne reste pas. Donc ça veut dire que l'enjeu des conditions de travail et l'enjeu du respect au travail, il est essentiel parce que si on veut bien prendre en charge les patients, il faut que les salariés restent et des salariés de bon niveau. Il faut les attirer et les fidéliser. Donc tous ces sujets de marque employeur sont absolument considérables. Alors, évidemment, il faut restaurer la confiance, hein, confiance vis-à-vis des parties prenantes, confiance vis-à-vis des banques pour qu'ils acceptent de renégocier. Enfin, là, pour le coup, c'était renégocier des dettes considérables. Et ça se fait en essayant de dire que sur un scandale, il faut construire positivement. Ça veut dire, il faut dire, ben oui, voilà ce qui n'allait pas et voilà ce sur quoi on va mettre l'accent maintenant. Et donc là, dans cette entreprise Orpea, on a mis l'accent sur, pour bien prendre en charge les patients, il faut d'abord s'occuper de ces personnels. Et donc l'attention portée à ces personnels et la prise en charge des personnels. Pour la première fois, il y a eu une négociation du personnel qui a été faite. Ça faisait 15 ans qu'il n'y en avait pas eu. Et c'était remarquable. Et on a mis en avant les conditions de travail pour dire qu'on prenait bien en charge les patients quand on avait, j'allais dire, correctement respecté les salariés. Donc, quand même, quand je parlais des contrôles tout à l'heure, les contrôles externes, c'est quand même très important. C'est-à-dire, c'est un peu ce qui vous stimule et qui regarde que ça soit bien fait. Il y a des organismes de surveillance, il y a des standards et des labellisations. Mais il faut que ça résonne et que ça soit en parallèle avec les contrôles internes. Parce que comme je vous le disais, chez Orpea, on avait quand même toutes les bonnes notations. Les agences de notation sur les démarches qualité avaient très bien noté l'entreprise. Mais alors comment ça se fait? Ça veut dire qu'on est allé un peu vite pour regarder s'il y avait des croix dans des cases et que les documents étaient des documents qui avaient été très bien faits. Où était le problème? C'est qu'on était un peu dans une entreprise Potemkin. C'est-à-dire que les documents avaient été faits par des directions au siège, qui étaient remarquables,
qui avait travaillé avec des consultants remarquables, que c'était extrêmement intelligent. Bon, quand j'ai repris tous ces documents, c'était parfait. C'est-à-dire, il n'y avait rien à dire. C'était juste, c'était intelligent, il y avait tout, à part que personne sur le terrain les connaissait. Que ça avait été fait, ça avait permis toutes les labellisations qui avaient montré que cette entreprise était formidable et très innovante, à part que ça n'avait pas du tout percolé. Et cette question-là, c'est comment on contrôle, et notamment quand on est dans un conseil d'administration, comment on contrôle que c'est pour de vrai. Parce que quand on est dans un conseil d'administration, on a quand même un sujet délicat qui est la relation entre le conseil d'administration et l'équipe dirigeante. Et il ne faut pas faire de l'entrisme. On n'est pas là pour faire le boulot des dirigeants. Et il ne faut surtout pas le faire. Et donc la question, c'est comment on fait le réglage entre le niveau de surveillance d'un conseil d'administration et le niveau de responsabilité pleine et entière d'une équipe dirigeante. C'est délicat. Objectivement, c'est délicat. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, mais dans la réalité, c'est vraiment délicat. Moi, je crois énormément à la qualité de la gouvernance. Dans mes différentes casquettes, ça fait 10 ans que je fais partie de l'Institut français des administrateurs et je travaille beaucoup sur les sujets de gouvernance des conseils d'administration. Et c'est plus difficile à vivre qu'à écrire dans les livres. C'est très délicat. Moi, ce que je vois dans les conseils d'administration, là où on a fait un progrès, c'est dans la diversité des conseils d'administration. Bon, moi, j'ai fait partie de cette génération de femmes qui a été très invisibilisée pendant toute sa carrière. Donc, je vais vous raconter l'histoire de « moi, je suis une femme des quotas ». Je suis complètement une femme des quotas. Quand j'étais à la SNCF, quand nous nous connaissions, je me disais, et la SNCF l'encourageait, ça m'intéresserait énormément d'être dans un conseil d'administration d'une entreprise publique, d'ailleurs, j'y pensais. Et quand j'allais voir les chasseurs de tête qui faisaient les viviers, on me disait, mais vous êtes formidable, ce que vous faites. D'abord, moi, j'adore le train. Il me disait, ça commence mal. J'adore le train. Et d'ailleurs, il me disait ce qu'ils en pensaient. Et c'est formidable ce que vous avez fait. C'est un peu particulier quand même, votre CV. Mais bien sûr, je le garde à la première occasion, je reviens vers vous. Pendant des années, cette première occasion ne s'est pas passée. Bon. Et tout d'un coup, on s'est mis à parler en France d'une nouvelle loi qui s'appelait la loi Copé-Zimmermann, des 2 députés qu'il avait mis en avant, et qui était la prise de conscience qu'il fallait rendre plus divers et plus mixtes les conseils d'administration des sociétés cotées. Et tout d'un coup, je suis devenue compétente. Ah mais c'est fou, en une nuit, là où j'étais tellement formidable mais tellement différente, eh bien finalement, je suis devenue quelqu'un qui pouvait être une ressource pour les conseils d'administration. Donc, je suis d'abord entrée au conseil d'administration d'EDF, qui était à l'époque une entreprise cotée. Et je pense qu'en matière de connaissance des réseaux et de connaissance, je pouvais amener des choses. Et d'ailleurs, j'ai amené des choses et j'ai présidé le comité d'éthique. Et comme le système est paresseux, 6 mois plus tard, je suis rentrée au conseil d'administration d'Essilor International, qui était une entreprise du CAC 40 très connue. Chercher l'erreur. Comment ça se fait que, voilà, pendant des années, j'y étais pas, et qu'après, j'étais dans 2 conseils. Ce qui est intéressant, et bon, la France s'était donné des objectifs, qu'il fallait arriver à 40% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en 5 ans. Et tous les présidents de conseils d'administration disaient « mais moi, j'adorerais nommer des femmes, mais j'en ai pas ». Mais où sont-elles? Alors, on nous faisait le coup des viviers, on nous a beaucoup fait le coup des viviers. Mais vraiment, on adorerait, mais on n'en a pas. Alors, on le disait pour les conseils d'administration. Alors là, les chasseurs de tête ont trouvé une nouvelle manne. Parce que alors là, pour le coup, ça devenait intéressant, puisqu'il fallait trouver des femmes. Ils se sont mis, finalement, à vraiment qualifier les viviers des membres des conseils d'administration. Et je peux vous dire que faire rentrer des femmes dans des conseils d'administration, ça a amené une diversité, une élévation de la qualité bien supérieure. Parce que maintenant, les CV de tout le monde, hommes comme femmes, ont été vraiment documentés et on s'est mis à chercher des gens pour leurs compétences plus que pour l'entre-gens et les services qu'on se rendait. On ne le disait jamais,
Mais dans la réalité, vous regardez les niveaux de croisement dans les conseils d'administration des grandes sociétés, c'était voilà, évident. Et donc, cette question quand même de la diversité, elle a été tirée donc, de la mixité d'abord, enfin, parce que la mixité c'est quand même 50%, hein, on n'est pas sur de la diversité marginale là. Hein, et la question c'était qu'est-ce que ça amène? Alors pas que la diversité, le deuxième sujet c'était les administrateurs indépendants. Et ça c'est très important. Moi j'ai connu quand même des entre-soi qui étaient soit des entre-soi culturel, c'est-à-dire on se connaît tous et on se comprend tellement bien, c'est tellement dur ce que tu vis, ou c'est, je suis dans ton comité d'audit et dans mon comité des nominations, tu m'embêtes pas, je t'embête pas, c'est une autre façon de s'entendre bien. Et quand même, les administrateurs indépendants, eh ben, ils sont indépendants. Et alors je dis pas que ça fait tout, hein, mais c'est quand même très important. Un administrateur indépendant, ça a la liberté de poser des questions qui sont des questions dérangeantes. Ça va poser des questions sur la stratégie, ça va poser des questions sur de la cohérence entre ce qui est fait et ce qui a été, énoncé dans le plan stratégique, présenté à l'Assemblée générale. Et puis ça fait aussi en sorte qu'on ait des vrais débats. Alors, ça ne règle pas tout. Hein. Au conseil d'administration dont je vous parlais chez Orpea à l'époque, il y avait beaucoup d'administrateurs indépendants. Mais là, il s'était passé autre chose et qui concerne l'équipe dirigeante. Et je voulais juste vous dire, ça fait un peu partie des signaux d'alerte. Quand vous avez des dirigeants qui sont là depuis très longtemps, qui sont des sachants qui deviennent la statue du commandeur, personne n'ose les contredire. Et le dirigeant qui était là, qui connaissait très très bien son métier, et qui en plus avait des résultats excellents, les actionnaires disaient « mais bon, il a des résultats, pourquoi on l'embête ?» Et dans cette entreprise, ça faisait 3 ans qu'il y avait des administrateurs indépendants qui disaient « il faut qu'il y ait un comité RSE, il faut qu'il y ait un comité RSE ». C'était balayé de la main par le directeur général qui, lui, avait mis en place tout son système interne de qualité. On disait « mais oui, on le fait déjà ». Et donc, il y avait tout un système de rempart pour ne pas aller voir ce qui se passait dans l'entreprise. Alors, je ferai juste une petite parenthèse sur la responsabilité des commissaires aux comptes, qui pour moi est toujours un mystère quand même, parce qu'ils ont l'obligation de certifier les comptes, évidemment, et que quand il y a des scandales financiers, ils sont formidables, les commissaires aux comptes, ils vous disent « ben oui, mais on certifie les comptes avec les documents que vous nous donnez. Donc, si vous ne les donnez pas tous... » Nous, on peut voir s'ils sont justes, mais si vous ne les donnez pas tous, c'est votre responsabilité. D'ailleurs, quand vous voyez ce que vous signez comme disclosure agreement à la fin de vos responsabilités avec un commissaire aux comptes, vous voyez bien qu'il y a un sujet. Et ça interroge sur qu'avait fait le comité d'audit. Et c'est vrai pour le privé comme pour le public, hein, qu'avait fait le comité d'audit. Mais le comité d'audit n'avait pas pu rentrer à l'intérieur. Et moi, à l'intérieur du conseil d'administration d'Orpea, qui est devenu EMEIS, on a mis en place une règle, qui est d'ailleurs les règles du code AFEP-MEDEF, hein, l'organisation patronale, qui est qu'à la tête des comités du conseil, comité d'audit, comité des nominations et des rémunérations et comité éthique et responsabilité sociale que je préside, c'est obligatoirement des administrateurs indépendants. Obligatoirement des administrateurs indépendants, et on met, j'allais dire, noir sur blanc la manière dont on va travailler ensemble, et on travaille avec les équipes en interne pour regarder la cartographie des risques et comment on fait du contrôle interne. Et là, on va faire du carottage sur le contrôle interne. On va voir vraiment sur le terrain. Et la grosse question, en termes de gouvernance, ça ne s'écrit pas obligatoirement comme ça, mais si les membres du conseil d'administration ne connaissent pas intimement la matière de l'entreprise dans le conseil d'administration de laquelle ils sont, ils passent à côté de quelque chose. Moi, en tant que membre du conseil d'administration, je suis beaucoup sur le terrain. Alors, je ne prends personne à dépourvu, hein. Je dis que j'y vais à un moment donné, je discute avec les gens, mais mon passé managérial fait que, voilà, c'est l'âge, ça me donne du nez. Je sens les choses, de comment ça se passe. Et c'est très important que des membres du conseil d'administration puissent aller
et sans du tout faire le métier des patrons opérationnels. Et une règle de bonne gouvernance, c'est d'avoir une dissociation entre la fonction de président et la fonction de directeur général. Alors, ce n'est pas toujours vrai, hein. En France, on a beaucoup aimé les PDG, beaucoup aimé les PDG. Et d'ailleurs, les hommes qui ont été PDG très longtemps, quand ils vont plus l'être, ils se débrouillent pour rester président non exécutif, avec un DG qui arrive. Ça, pour l'avoir vécu de l'intérieur, je ne recommande pas du tout ça comme modèle, parce que le DG qui vient, il a quand même du mal, hein. Il a quand même du mal. Soit il y a un président qui vraiment joue le jeu, et il y en a qui jouent vraiment le jeu, hein. Il y en a qui jouent vraiment le jeu. Je vois une entreprise que je connais très bien, là, qui est L'Oréal. Je vois un ancien PDG, Jean-Paul Agon, qui est un président non exécutif remarquable. Enfin, dans la façon... mais c'est pas toujours le cas. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Il vaut mieux, dans une gouvernance dissociée, avoir des personnes indépendantes. Et c'est comme ça qu'on va régler, parce qu'il faut à la fois respecter ce que font les équipes, et il faut à la fois se dire que ce n'est pas offensant que de poser des questions sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Moi, c'est mon obsession qui ne se repasse pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'avoir des labellisations qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. C'est une vraie responsabilité du bien commun, ça, hein. Parce que derrière, on rend des comptes sur la prise en charge des personnes vulnérables. Il ne peut pas se passer 2 fois un scandale. Donc il faut vraiment aller regarder comment ça se passe. Et là, c'est des vraies discussions. Enfin, moi, j'ai en termes d'interlocutrice la directrice de la RSE, et on a des vraies discussions, et on visite ensemble des établissements sur les sujets pour savoir vraiment ce qui se passe. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des méthodes en termes de gouvernance pour que, même dans le privé, à but lucratif, on ait des méthodes et des pare-feux pour être capable de faire correctement son métier. Après, il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est qu'il faut faire du profit. Et la question, c'est sur quoi vous faites votre profit. Là, la plupart du temps, on invente voilà, des métiers supplémentaires, de faire payer, alors quand on est à l'hôpital, de faire payer des chambres, mais ça, on le connaît, on le connaît, d'avoir des recettes annexes qui permettent de le faire, mais... Et on essaie, la plupart du temps, d'avoir une empreinte géographique internationale qui fait qu'on se dérisque d'un pays pour aller sur un modèle économique de notre pays qui est moins risqué sur la même chose. Mais ça, c'est la gestion de portefeuille d'activité des entreprises bien classique. Mais je voulais partager avec vous le fait que, ayant passé ma carrière essentiellement à la tête d'entreprises publiques, j'ai vu combien, dans une entreprise publique, on a, dans les gestions de crise, c'est ce que vous disiez, on a le bien public chevillé au corps, mais combien on peut, de temps en temps, n'avoir aucune notion de ce qu'est l'éthique. Éthique comportementale, éthique des affaires, et ces sujets-là, il ne faut jamais considérer qu'ils font partie de la culture, il faut en parler. Et moi, chaque fois, je dis, mais parlons-en, et ayons des comités d'éthique, éthique des affaires, éthique médicale au plus près du terrain pour que les gens osent poser leurs questions qui se posent. Est-ce que c'est normal que je fasse ceci ou que je fasse cela ? C'est pas une offense que de poser ces questions. Et c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain qui est la meilleure garantie que la gouvernance a été efficace. Et est-ce qu'on peut vous poser des questions, oui, bien Fougère sûr. Y a-t-il des questions ? J'aurais une question sur les certifications que vous avez reçues, que l'entreprise avant que vous y soyez a reçues, certifiant que tout allait bien, puis finalement il y a eu l'énorme scandale. Est-ce que vous avez actionné en responsabilité les organismes qui vous ont certifié que tout se passait bien ? C'est très difficile à faire. Alors d'abord, j'ai compris pourquoi on avait eu des certifications, notamment des certifications qualité. Hein. C'est que quand il y avait des certifications qualité, parce que les organismes certifiants, ils allaient sur le terrain. Hein.
Mais là, avant d'avoir la certification, il y avait toute l'équipe de la direction générale qui venait donner un massif coup de main aux gens qui étaient sur le terrain pour faire en sorte de remplir correctement les sujets. Et en 15 jours, tout avait été remis d'équerre. Mais ça veut dire que c'était pas, c'était pas dans les organisations. Non, c'est très difficile de les remettre en question. C'est très très difficile. D'abord, ils se dérobent très vite. Moi, j'ai juste constaté qu'à pratique équivalente, entre avant et après le scandale, il y avait des organismes certificateurs qui nous avaient donné des très bonnes notes et après des très mauvaises, alors que rien n'avait changé. Voilà, il y avait juste un scandale qui était passé et que du coup, il fallait montrer qu'ils étaient sévères. Je n'ai pas trouvé ça super sérieux, enfin, pour tout dire. Mais il en faut, et je pense que les organismes aussi font leur propre révolution culturelle pour travailler sérieusement. Et je pense qu'il faut avoir des certifications externes et pas que internes. Hein, parce que moi, j'ai vu ce que ça donnait en interne. En interne, c'est pas suffisant. C'est bien d'avoir des auto-certifications, mais c'est pas suffisant. Non, c'est un peu comme les commissaires aux comptes, quoi. Ils ont un système de protection absolument considérable. Et je le regrette, hein, je le regrette parce qu'ils ne nous alertent pas assez. Juste pour continuer dans cette ligne, quelle est en fait ici la gouvernance des certificateurs? Le problème se déplace vers la question de la gouvernance. Qui contrôle les certificateurs? Qui certifie les certificateurs? Et est-ce que vous croyez qu'en France, qui a une élite très très fermée, très capable de ne pas aller sur le terrain. Je connais bien la campagne en France, où les gens attendent 4-5 mois pour avoir une opération du cancer, pas seulement une petite chose. C'est dramatique et tout va bien à Paris. Les certificateurs certifient que ça va bien. Oh non, là pour le coup, sur l'accès aux soins, tout va pas bien en France, hein, vous le savez. Enfin, ça fait partie des sujets qui sont les débats nationaux en permanence, parce que on a une véritable crise de l'accès aux soins par pénurie des professionnels, que ce soit d'ailleurs dans les cabinets de ville ou dans les expertises ou à l'hôpital. Et on va avoir un numerus clausus que l'on va payer très très cher jusqu'en 2030. Et là, la France est en souffrance, hein, de ce point de vue-là. Donc non, même à Paris, ça ne va pas très bien. Voilà, si je dois vous rassurer, il n'y a pas d'aveuglement à Paris de ce point de vue-là. Sur les certifications, qui est autre chose, c'est quand il y a un service rendu, est-ce qu'il est rendu convenablement? Il y a des remises en cause de certificateurs. Après, vous savez, en France, on adore les normes. Hein. On adore les normes. Et donc, on n'a pas du tout un esprit à l'anglo-saxonne très pragmatique. Hein. Nous, on est quand même on met tout dans la loi, on se sent très protégé par les lois. Et quelquefois, ça nous aide pas, ça nous aide pas complètement non plus à être très réactif. Mais Paris se remet en cause aussi. Hein. Deux dernières questions et après pause café. J'ai une question assez courte, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que ça peut être personnel, mais vous faites comme vous voulez. En fait, vous avez parlé à la fin de mixité, qui est un sujet que me parle en tous les cas. Et je suis en train de lire un livre de Bell Hooks qui est vraiment incroyable. Et du coup, j'ai une pensée, vu que vous êtes française, Françoise Vergès, qui a écrit notamment beaucoup sur le féminisme décolonial. Et puis, vous avez parlé de mixité 50-50. Est-ce qu'en France, il y a des débats ou comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à une mixité, on va dire, plus générale, avec d'autres minorités, des femmes racisées, des hommes racisés, d'autres je sais pas, orientations sexuelles, etc. Enfin, toute forme de minorité. Alors, c'est des débats qui existent. Alors, moi, pour tout dire, moi, je suis une militante, hein. Voilà, donc c'est des débats sur la mixité. C'est vraiment des débats que je mène depuis longtemps parce que j'ai pris conscience en tant que femme dirigeante. J'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui... Alors, je vais vous dire en quoi je suis une deuxième minorité. Je vais vous contredire. Je n'ai pas fait Polytechnique, j'ai fait HEC. Et donc, j'étais une femme à la SNCF.
qui n'avaient pas fait Polytechnique, et à un moment où on embauchait que des hommes qui avaient fait des écoles d'ingénieurs. Donc j'ai été doublement minorité, parce que j'étais une femme qui avait fait une école de management. J'en ai profité de cette minorité, parce que pour le coup, là, j'avais pas de rôle modèle, hein, puisque ça m'a donné une liberté, et j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont beaucoup soutenue. Donc j'ai pendant très longtemps, je n'ai pas regardé, voilà. Et enfin, dans mes équipes, c'était très mixte. Mais j'ai commencé à regarder les statistiques lorsqu'il y a eu la loi Copé-Zimmermann dont je parlais. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à regarder les chiffres et la moutarde m'est montée au nez, mais sérieusement. Et je me suis dit, mais si rien ne change, dans 300 ans, on ne sera même pas 10%. Et donc, voilà. Donc là, c'est une bataille, hein, parce que c'est jamais gagné, mais qui est une bataille homme-femme. Sur les autres critères que vous mettez en avant, c'est les critères qui sont regardés dans la diversité. Parce que finalement, on a les sujets d'égalité et les sujets de diversité, qui sont deux thèmes qui sont posés en même temps, et d'ailleurs dans lesquels il y a des labellisations, qui sont des labellisations diverses, et on regarde les deux. Et moi, je les distingue. Voilà, je les mets pas ensemble, je les distingue. Et par exemple, dans les associations que je connais, je vois des associations qui portent différemment ces différents combats. Et je trouve que c'est pas plus mal tant qu'on est encore à porter des combats minoritaires. Voilà, pour gagner de la part de voix dans les organisations. Dernière question. Juste une question. Vous savez qu'en France, c'est un système très centralisé jacobin, le ministère de la Santé. Mais les EHPAD, quand on dénonce quelque chose dans les EHPAD, quel est le rapport entre les EHPAD en France et le ministère de la Santé ? Ah ben, il y en a un qui est, comme je vous le disais, qui vient par les agences régionales de santé, que les maisons de retraite, enfin les EHPAD, ce sont des établissements médico-sociaux. Et donc, il y a le M. Dans le système de financement des EHPAD, il y a 3 compartiments. Il y a le soin qui est financé par la sécurité sociale. Et donc là, c'est regardé de très près par l'État. Il y a la dépendance qui est financée par les collectivités territoriales, qui ont eu cette responsabilité déléguée par l'État il y a de nombreuses années. Donc c'est les collectivités territoriales qui payent la dépendance, c'est-à-dire qui donnent des enveloppes plus ou moins importantes selon la gravité de dépendance des personnes. Et il y a un 3e mode de financement, qui est ce qu'on appelle la partie hôtelière, et là, qui est payé par les familles ou par le résident lui-même, et qui fait partie de la 3e partie de mode de financement. Il n'y a que sur cette partie qu'on peut faire du profit. Donc il y a un vrai rapport, mais le ministère de la Santé va regarder la partie soins avec une discussion qu'on a aujourd'hui, parce que les finances des collectivités territoriales sont à la peine, c'est savoir s'il faudrait remettre ensemble. Et il y a des départements qui sont partants pour être expérimentateurs des 2 enveloppes, dépendance et soins, pour voir si on réussirait mieux en faisant comme ça. Non, mais ils regardent de près. Non, ils regardent de près. C'est des enveloppes moins importantes que pour le soin, hein, en termes d'argent dépensé, mais quand même. Mais c'est centralisé. Mais les agences régionales de santé, elles sont régionales. Elles sont régionales, et il y en a quand même. Nos régions sont grandes, hein, mais elles sont quand même plus près du territoire. Merci beaucoup. Merci, je vous propose. Merci à tous.